très rapidement et du plus profond du cœur, docteur Jolin Flamme et monsieur Garcia, merci. Merci pour votre confiance et votre fidélité envers quelqu'un qui finalement n'a pas grand-chose à dire parce que lui aussi est né dans le siècle dernier et que parfois alors je parle de moi à la troisième personne, oui, il parle de lui à la troisième personne et il est complètement dépassé, mais j'espère résolument confiant dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut accepter les évolutions parce qu'on n'a pas le choix, mais on peut aussi faire le choix de les accepter. Et je crois que c'est beaucoup plus positif. Néanmoins, je voudrais placer mon intervention, qui sera nécessairement coupée après l'introduction par monsieur Garcia. Je suis un impénitent bavard. Et j'aime bien improviser, même si le diaporama me rassure. Je voudrais placer cette intervention sous le signe de deux personnes. La France pleure, vous le savez. Alors, je suis désolé de dire qu'elle pleure ce matin, mais moi, j'ai beaucoup pleuré hier. Je voudrais évoquer Jean d'Ormesson. Au plaisir de Dieu, bien entendu, mais surtout l'homme qui avait foi dans l'avenir. Et qui disait, chez Tadei notamment, quand il l'interrogeait, mais finalement, vous n'êtes pas dépassé par tous ces jeunes qui flirtent par Internet, qui s'envoient des Snapchats. Il disait, mais non, mais c'est magnifique. Et il évoquait un second personnage que j'aimerais évoquer, même si ça peut vous choquer, c'est Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Alors, Lampedusa, on en parle beaucoup depuis quelques années, puisque c'est l'île sur laquelle arrivent les migrants africains, mais Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c'est l'auteur du Guépard. Quelle est la devise du Guépard? Tout changer pour que rien ne change. Tout changer pour que rien ne change, ce qu'il y a valu d'ailleurs une interdiction de publication en Italie à la demande du Parti communiste italien, et c'est le Parti communiste français à la demande d'Aragon qui a forcé la publication de cet ouvrage aristocratique. Tout changer pour que rien ne change. Alors ça peut vous choquer? Finalement, on accepte l'évolution pour que rien ne change. Oui, parce qu'il y a dans la relation de soins des invariants. Si l'évolution, la numérisation, je préfère numérisation que digitalisation parce que l'Académie française a dit on ne parle pas de digitalisation, digital renvoie à doigt, on doit parler de numérique, une suite logique de chiffres. Comme le disait Condorcet d'ailleurs, quand il disait qu'il n'y a pas de limite assignable au progrès, il parlait de numérisation bien avant qu'on en parle nous. Tout changer parce que c'est incontournable. L'humanité a toujours évolué. La roue. Fallait-il refuser la roue? Probablement y a-t-il eu des gens qui ont discuté chez nos ancêtres Cro-Magnon et Néandertal pour dire, alors c'était plus tard, non, la roue c'est l'œuvre du diable. Non, c'est un progrès colossal. L'outil a toujours été un progrès quand on lui a redonné sa dimension d'outil. Donc, je vais vous proposer de nous interroger autour de ce qu'est la relation de soins dans ses invariants et dans ses contingents. En disant, prenons garde à ce que cette numérisation, ces progrès ne nous fassent pas remettre en cause tous les invariants, mais en revanche, acceptons que tous les contingents puissent évoluer. Tout changer pour que rien ne change. Alors, il est vrai que le contexte est abyssal. Où serons-nous dans 10 ans? Eh bien, si je suis mon fil, nous serons au même endroit, c'est-à-dire que les invariants de la relation de soins auront été maintenus. La confiance, le colloque singulier, qui effectivement pourra prendre d'autres canaux, mais on sera toujours dans une relation interpersonnelle. Et non pas une relation entre un robot, que vous avez magnifiquement représenté sur l'affiche, et un autre robot, c'est-à-dire qu'on aura remplacé les soignants par des robots et les patients ne seront plus là parce que nous serons sur des humanoïdes, je crois, à une certaine permanence. Surtout dans 10 ans.
Vous m'avez demandé de me contenter de 10 années d'évolution, ça me rassure. Le contexte, ce sont des réalités plurielles. Alors, je me permettrai d'évoquer, puisque j'étais à un colloque pour les entretiens Jacques Cartier à Montréal il y a quelques semaines, de parler d'information massive et d'information ouverte, et non pas d'information massive et d'information ouverte, plutôt que de big data et d'open data. Et puis aussi d'information nuagière, pour évoquer le cloud. C'est plus poétique, c'est francophone, je ne parle pas les langues étrangères, je parle quelques langues anciennes, en tout cas je les écris, mais c'est vrai que ça appartient un peu au passé, le latin et le grec. Tout ça dans un environnement normé. Alors je suis désolé, ceux qui m'ont déjà entendu vont dire le pauvre garçon, il est atteint d'une maladie qui porte le nom d'un vin d'Alsace, c'est toujours les mêmes diapos. Ben oui, tout changer pour que rien ne change. Norma, l'équerre, l'unité de mesure, la règle, c'est un terme de géométrie qui est passé dans la langue juridique lorsqu'il s'est agi de réguler les rapports des hommes entre eux. Donc nous sommes dans un environnement normé, mais toutes les règles qui régulent la vie des hommes en société ne sont pas des règles de droit. Il y a la morale, scientia moralis, ethica, ethos et ethos, il y a l'éthique. La morale, l'éthique, avec des principes éthiques qui doivent nous faire réfléchir quand on parle d'évolution, de numérisation, non-malveillance, bienveillance, autonomie. Est-ce que ces outils permettront une plus grande autonomie? Oui, indéniablement. S'ils sont utilisés avec bienveillance, une bienveillance qui ne confine pas au paternalisme. Et bien entendu que l'utilisation ne soit pas malveillante, ce qui peut aussi exister. Je montrerai peut-être, si j'ai le temps, quelques écueils à évoluer, avec toujours en arrière-plan ces propos que l'on prête, en tout cas à Hippocrate dans les épidémies: avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire, traduit par la maxime latine que tous les médecins ont appris, primum non nocere, deinde curare. Mais on le voit qu'en grec, ce n'est pas tout à fait la même chose. Deux choses en vue, être utile. L'outil nous est utile. L'outil inutile a vocation à disparaître, au demeurant. C'est fashion, c'est mode, c'est tendance, mais ça va disparaître parce que finalement l'utilité relevait plus du désir que du besoin. Mais surtout ne pas nuire. Et on le garde en mémoire comme principe éthique, mais ça n'est pas toujours un principe juridique, et il appartient à l'éthique, disait le Conseil d'État, de dire ce qui peut être. L'éthique, c'est le champ des possibles. Et le champ des possibles, aujourd'hui, il est abyssal. Quand on entend les ingénieurs, quand on entend les jeunes générations de médecins, vous évoquiez les internes, effectivement, les possibles, ils sont presque sans limite. Mais tous les possibles sont-ils autant de souhaitables? Il revient au droit de dire ce qui est souhaitable. Attention, pour une société donnée et pour un temps donné, relativité du droit. Plaisante justice qu'une rivière borde, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Sauf que dans un monde global, cette relativité du droit pose question. Ben oui, mais c'est possible en Espagne. Oui, mais est-ce que parce que c'est possible en Catalogne du Nord, c'est interdit en Catalogne du Sud, est-ce que les Catalans du Sud doivent se plaindre? Et inversement, quand c'est permis en Catalogne du Sud, est-ce que ça doit être autorisé en Catalogne du Nord? Avec ta question. Alors le droit dans tout ça, eh bien, c'est un mécanisme d'encadrement du fait social. De quel fait social va-t-on se préoccuper? Ça peut être seulement la question de la technique du soin, à laquelle on ajoute la question technologique des systèmes d'information, du numérique. Certains parlent d'ubérisation, un néologisme intéressant, de santé connectée, mais c'est toujours de relations de soins, de santé, de techné, de savoir-faire dont il s'agit. Et les outils, indéniablement, ils évoluent. Toujours plus connectés, toujours plus ouverts, toujours plus mutualisés, toujours plus interfacés. Est-ce anxiogène? Peut-être. Est-ce utile? Sûrement.
Si, bien entendu, on donne à l'outil et on laisse à l'outil son statut d'outil. Alors, une relation de soins, pour commencer, avec des invariants. Les invariants, c'est Duhamel, Vie des martyrs, médecin, philosophe, écrivain, médecin, chirurgien militaire dans la Grande Guerre, 14-18. Le colloque du médecin et du malade est essentiellement un colloque singulier, un duo. Colloque, colloquium, entretien, c'est une relation interpersonnelle. Deux personnes, il est singulier, il n'est pas pluriel. Alors assurément, avec ces outils-là, le colloque devient de plus en plus pluriel. Mais dès lors que le patient sait qu'il a plusieurs interlocuteurs et qu'on lui demande s'il acquiesce à cette pluralité d'acteurs, on préserve le colloquium. Et on va gagner notamment en accès aux soins. Tu viens au champ avec moi? Non, je dois me connecter avec mon télécardiologue dans 20 minutes. Moi, ça me rassure, je suis lozérien d'origine. En Lozère, dans mon département, il reste un médecin dans mon département, dans mon canton, pardon. Il reste un médecin généraliste, 72 ans, fidèle au poste, 8 vétérinaires pour les urgences. Mais c'est parfois rassurant de savoir qu'on n'a pas à prendre la voiture 3 heures, 4 heures de route en été, un peu plus en hiver, pour aller à la ville. Mende. Et puis alors, Sodome, Montpellier. Mon télécardiologue. Alors ça posera un autre problème, c'est non plus la fracture du soin, mais la fracture de l'accès au numérique, qui est un vrai souci de santé publique, paradoxalement. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, tout le monde est couvert. Peut-être, venez avec moi au Grand Bois, dans la forêt de Mercoire, et vous croiserez l'été des adolescents en perdition, cherchant désespérément à obtenir une barre. Alors que nous, les vieux, on a les yeux sur le sol pour chercher des champignons. Qui est hallucinogène? Le champignon ou le portable? Donc on a un problème de réseau indéniablement. Alors sur la base des propos de Duhamel, il y a un autre grand médecin qui va intervenir dans un ouvrage extraordinaire. On est en 1953, Médecine et monde moderne. Tout changer pour que rien ne change. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, 6 décembre 2017, on se les pose de toute éternité. Où va-t-on? Et certains disent, c'est horrible. Et d'autres disent, quel plaisir et quelle chance pour l'humanité. La relation de soins, écrit Péquignot, est un acte clos dans l'espace et dans le temps. Alors, dans l'espace, oui, mais l'espace s'est agrandi. On n'est plus dans le cénacle du cabinet du médecin, dans le secret de ce cabinet. On est aujourd'hui dans un espace ouvert. Dans le temps, oui, et le temps s'est considérablement accéléré. Un acte clos dans l'espace et dans le temps qui commence par une confession, se continue par un examen, se termine par une prescription. Il y a unité de temps, de lieu, d'action, théâtre classique. Cette rencontre, nous sommes dans un colloquium, dans un entretien, dans une rencontre. Cette rencontre entre le patient et le médecin est celle d'une technique scientifique et d'un corps. Techné, impéria, sur la base d'une épistémé. Une technique et un corps, mais on aime à souligner que ce sont essentiellement deux âmes, et si on veut être moderne, deux personnes humaines qui réagissent l'une sur l'autre. Tout changer pour que cela soit préservé. La technique ne doit pas faire disparaître l'humanité de la relation. Et la technique est une chance pour préserver cet invariant. Nous ne serons pas soignés par des outils, nous serons soignés par des hommes qui utilisent des outils. Et c'est là la grande question. Quelle sera notre dépendance? Quand je dis notre, c'est la dépendance des soignants à l'outil, et le cerveau humain, dans sa faillibilité, gardera-t-il la maîtrise ou non?
Ça, c'est, me semble-t-il, une des questions majeures. Alors, je vais du côté de la haute autorité de santé. La délivrance de l'information se fait toujours dans le cadre d'un entretien individuel. Oui, 1953-2012, même message, un entretien individuel, mais les modes d'entretien ont peut-être évolué. Mais ce n'est pas nouveau, la question de l'écran technique. Médecine et monde moderne, Péquignot fait une liste de tous les écrans techniques qui opacifient la relation de soins, à commencer par l'imagerie, en disant ça peut perturber la relation, sauf quand c'est bien utilisé, c'est-à-dire quand l'examen paraclinique ne remplace pas l'examen clinique. Bien, c'est la même chose aujourd'hui. Le danger qui pourrait éventuellement nous menacer, bien, c'est ce constat du professeur Didier Sicard. La médecine moderne, aux connaissances de plus en plus développées, et c'est heureux, je suis heureux de vivre ce siècle-là plutôt qu'au XIIIe siècle, sur le plan de la santé en tout cas, mais sur d'autres plans aussi, je vous rassure. Bien, la médecine moderne a fini par considérer la maladie plutôt que le malade. Et le médecin est devenu un technicien de l'organe malade. Et pour conséquence, le patient est un consommateur ou un usager. Usager... ER, pas comme dans la loi Kouchner, dans la première version, usager et accent. Il a fallu modifier le texte publié, les usagers, le droit des usagers. Alors, est-ce une plaisanterie d'un jeune conseiller d'État qui s'est dit « tiens, je vais glisser ça, on va voir s'il le voit », ou est-ce une erreur? En tout cas, je ne vous répéterai pas ce que Freud disait des lapsus. Dématérialisation, certes, de la relation avec un recours aux outils de santé connectée notamment, qui accentue peut-être une distanciation, une opacification de la relation qui unit l'homme de l'art et son patient. Ce constat est fait, ce constat est-il vrai, est-il incontournable et doit-il faire peur? Alors, par exemple, il est écrit dans cette étude de 2013, « Tout médecin sait l'importance du langage corporel et un acte médical dans un contexte clinique, dématérialisé, bien, va restituer imparfaitement ce que le constat clinique ferait. » Oui, mais il n'est pas dit qu'on remplace. Il est dit qu'on appuie. Alors cette déshumanisation, d'autres parlent de sécheresse relationnelle. Alors vous évoquiez Chicago, Monsieur Garcia, tout à l'heure. Ce dispositif médical, je l'ai vu à Chicago, dans une unité de soins de vie. Alors il était un petit peu plus technique, avec un gant en latex chauffé à 37 degrés et des vibrations pour accompagner l'humanité vers sa fin. Alors si c'est ça, effectivement, on peut discuter. Quand j'évoquais ce dessin avec des étudiants d'un diplôme de qualité et de sécurité en santé, je l'avais donné à l'examen, leur commentaire était le pied de perfusion est du mauvais côté du lit. Et c'est vrai, le pied de perfusion est du mauvais côté du brancard, on ne peut pas y accéder. Je ne sais pas pourquoi, le juriste ne voit pas tout à fait la même chose que le responsable qualité. Il se trompe probablement de démarche qualité. Moi, je crains beaucoup des démarches qualité à coup de grands indicateurs de qualité qui sont des indicateurs de sécurité. L'indicateur ICALIN, ce que l'on appelait l'indicateur ICALIN. Moi, je préfère l'indicateur de câlin en termes de qualité. Mais l'infection nosocomiale, il faut lutter. Ce n'est pas de la qualité, c'est de la sécurité. C'est le plus petit commun dénominateur de la relation. Je rentre pour une cataracte, je ne dois pas ressortir cul de jatte. Ce n'est pas de la qualité. Alors, risque de déshumanisation, certes, mais peut-être, surtout, risque de réhumanisation grâce aux outils nouveaux. Dans 10 ans, la relation de soins sera plus humaine parce que l'on aura recouvré du temps. Et quand on entend les soignants aujourd'hui, j'étais dernièrement à Paoli-Calmette, ils disaient on a besoin de retrouver du temps médical, pas du temps technique, du temps médical. Et il faut opérer un glissement des tâches. Alors le glissement des tâches, il peut s'opérer d'une profession à l'autre, mais aussi d'une profession à une technologie. Gagner du temps pour perdre du temps, mais pas du temps perdu. Du temps gagné avec le patient. C'est aussi le moyen, je vous en prie, rentrez si vous voulez. C'est vrai.
Garder le contact, c'est aussi rassurer. Le patient isolé dans son mas des Cévennes, le patient isolé dans sa tour de 25 étages. Le médecin, autrefois, venait peut-être le voir, aujourd'hui, peut-être n'a-t-il plus le temps. L'infirmier guère davantage. Et si on arrive à rentrer en lien par de nouveaux outils, eh bien on garde le contact. Et c'est une réhumanisation à l'aide de l'outil. Donc je ne crois pas qu'il faille être aussi anxieux. Ces outils sont, pour moi, davantage facteurs de rapprochement que d'éloignement. Mais on peut en discuter, bien entendu. Ça sert à préserver le lien. Des robots de téléprésence, alors on peut discuter aussi, mais des robots de téléprésence, nous rappelait Hospimedia récemment, on maintient le lien. Alors j'ai vu ça notamment, alors c'était pas en France, mais dans une chambre stérile. Patient qui ne pouvait plus sortir, la famille ne pouvait plus rentrer, eh bien on maintient un lien qui est un lien virtuel. Oui, mais dans le lien virtuel, il y a lien. Alors, toujours dans la relation de soins, mais la relation de soins à distance, telle est. Loin au loin à distance, téléski, télésiège, téléphérique, Jean-Claude Duss. Télé, loin au loin à distance, banalité. Hein. La téléconsultation a toujours existé. Voilà, emprunté à la bibliothèque universitaire de Lausanne, la lettre reçue par le docteur Tissot. Alors, je sais que le docteur Tissot est un petit peu controversé par ailleurs, mais vous dites, docteur, qu'il faut beaucoup d'attention et d'habitude pour juger de l'état d'un malade que l'on ne voit pas. Votre expérience et vos lumières ont si bien établi votre réputation à cet égard que j'exécuterai avec beaucoup plus de confiance ce que vous me prescrirez que tout ce qu'un autre m'ordonnerait en me voyant. Ça a plusieurs siècles. La téléconsultation était épistolaire. Ça reste de la télémédecine. Nous n'avons rien inventé. Si ce n'est qu'effectivement, le temps s'accélère, la communication s'accélère. Si c'était une consultation pour une situation d'urgence, le temps que la lettre arrive, 3 mois, que le docteur fasse sa consultation, écrive 1 mois, que la lettre reparte par le colporteur 3 mois de plus, il y a de fortes chances que le patient soit mort. Donc on était plutôt sur de la chronicité. Aujourd'hui, on peut même traiter de l'urgence à distance. Mais c'est juste un vecteur temps qui s'est accéléré. Mais il y a une vraie banalité. Depuis toujours, se sont produites des consultations à distance, écrit le professeur Bernard Heurny à propos de la consultation par téléphone, qui posait, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les mêmes problématiques que celles qu'on se pose aujourd'hui. L'outil change, les questions restent. Alors, on ne doit pas nier le risque d'une médecine désincarnée, mais à l'inverse, ces dispositifs sont signes de maintien de la relation, ou plutôt peuvent être signes de maintien de la relation, tout dépendra de l'usage que l'on décide d'en faire. Ils sont aussi la garantie d'une autonomie pour faciliter le consentement du patient dans les 2 approches du consentement. Le consensus voluntatis est actus qui praesupponit actum intellectus. L'acte de volonté présuppose un acte intellectuel. Pour que cet acte intellectuel, selon Thomas d'Aquin, puisse être donné, il faut une information, des conseils, des préconisations. Oui, mais le médecin, il n'a pas tout le temps de nous consacrer plus d'1 quart d'heure, plus de 10 minutes. Eh bien, par la téléconsultation, par le forum, par le réseau social, par le courrier électronique, il peut y avoir aussi de l'explication, de la fourniture de conseils, des préconisations, y compris dans la chronicité. Et puis, il y a le second consentement, qui n'est pas celui du droit civil des obligations, celui de Thomas d'Aquin, mais qui est la garantie procédurale du respect du noli me tangere, ne me touche pas de Rabbi Christus à Madeleine, c'est l'inviolabilité du corps humain. Et là, ça nécessitera toujours la parole du soigné face, non pas à un outil, mais à un humain. Invariant, donc.
Alors pour donner ce consentement, il faut être informé, et les patients sont probablement mieux informés aujourd'hui. Non, ils sont plus informés aujourd'hui. Le sont-ils mieux? Eh bien, ça dépend des professionnels. Quand je tape certaines pathologies sur un moteur de recherche que je nommerai pas, Google, je suis surpris de voir que les sociétés savantes n'arrivent que très rarement en tête et en première page. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas le travail de référencement. C'est très facile d'être en tête. Mais on laisse à des opérateurs privés, je ne donnerai pas de nom là non plus, Doctissimo, moi je vous mets au défi de passer 5 minutes sur Doctissimo et de ne pas être malade. C'est normal, c'est fait pour ça. Bon, je force le trait. Donc il y a aussi un travail de référencement à faire. Pourquoi? Bien parce que ces outils vont être aussi des canaux d'expression de la volonté du malade. Il y a le canal classique, je vais prendre juste l'exemple des directives anticipées. On en parle beaucoup. Canal historique. J'évoque pas la Corse ici. Canal historique. DNR. Do not resuscitate. Pas de ressuscitation. Bon, ressuscitation, ça n'existe pas en droit français, donc on va dire ne me réanimez pas. J'en ai pris un autre, beaucoup plus élaboré, très curieux d'ailleurs. Do not do. Ne me placez pas sous une suppléance vitale, quelle qu'elle soit et pour quelque raison que ce soit. Mais prélevez mes organes. Puis procéder à la crémation. Oui, mais précisément, pour prélever les organes, il faut placer sous suppléance vitale, du moins pour un temps. Donc il y a une certaine incohérence dans ces directives anticipées, mais nous avons la signature du patient et la signature de 2 témoins, et la date. Alors ça peut vous paraître étonnant, mais c'est très sérieux. Publication récente dans le New England. Pour le premier, le second, je l'ai trouvé, mais je ne peux pas vous dire où. DNR, on fait, on ne fait pas. Ça exprime la volonté du patient. Il y a quand même quelques incertitudes, y compris dans le 2e document, le 2e parchemin. Moi, je crois plutôt aux outils, comme par exemple, on l'évoquait, le DMP, finira bien par arriver. Je crois que c'est quand même, pour mon corps, moi qui ai rédigé des directives anticipées, je préfère effectivement qu'il soit présent dans un dossier électronique que sur mon corps, même si l'accessibilité pour le réanimateur est plus évidente sur cet élément-là. Peut-être pas. S'il y a DMP, il y aura accès immédiat dans un monde connecté. Donc, vous voyez, ça pose aussi des questions de cet ordre-là. Donc, quel acte aujourd'hui? Bien, toujours un acte ambivalent. La relation de soins, Lucas Medicus Carissimus, Luc, le médecin bien-aimé, définit dans la parabole du Samaritain ce qu'est l'acte de soin, dans son ambivalence. Le Samaritain s'approcha, ému de compassion, banda ses plaies, acte de traumatologie, en y versant de l'huile et du vin, conformité aux recommandations de bonne pratique de la haute antiquité de santé. Donc une vinaigrette sur le patient. Bien entendu, on ne fait plus ça, mais les données acquises de la science s'apprécient au jour de l'acte, pas au jour où on les évalue. En revanche, 2e phase du soin, il prit soin de lui. La techné, le savoir-faire, le savoir-être. Si l'on n'est que dans le prendre soin, on est un charlatan. Si l'on n'est que dans la technique, on a une vision de la relation qui est hémiplégique. Et les technologies contemporaines nous permettent de maintenir cette ambivalence en retrouvant du temps pour le prendre soin. Je passe sur ça. Donc, je résume, je suis heureux de vivre au XXIe siècle parce que je crois que le progrès nous rend moins patients,
au sens étymologique. Le patient est celui qui souffre, qui pâtit. Et moi qui suis assez assidu en neurochirurgie, eh bien, je suis heureux de ne pas être patient au XIIIe siècle, marteau et burin, mais plutôt sur une assistance par robot chirurgical qui va m'amener directement à la tumeur. Et le chirurgien a sa console PS3, son joystick, et ne met plus les doigts dedans. Je crois au progrès. Je crois au progrès, c'est une obligation, c'est un devoir déontologique. Le médecin doit des soins fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à des tiers compétents. Et le tiers compétent, il n'est pas dit à des confrères compétents, il est dit à des tiers compétents, y compris des tiers ingénieurs, techniciens spécialisés dans les outils. Système d'information, dématérialisation. C'est un devoir que de le faire. Il faut, par ailleurs, recourir à des concours appropriés. Concours appropriés, il n'est pas dit le concours de confrères, même si il est évident que c'est en arrière-plan, oui, mais là où les textes ne distinguent pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Alors ça nous permet de recouvrer un presque local. Il était étudiant dans la maison d'à côté, celle d'où je viens. Son frère en a été doyen, par ailleurs, Paul Valéry. Soigner, c'est une sorte de poème. C'est-à-dire, dans l'esprit de Valéry, poiène et poiesis. Soigner, c'est une création, c'est une œuvre. C'est une œuvre, mais alors vous allez me dire, mais comment on peut faire une œuvre alors que vous avez dit c'est une techné, un savoir-faire, et le savoir-faire, c'est la réitération. Oui, mais précisément, la création, elle n'est peut-être pas dans la réitération de la techné, mais dans le savoir-être. Et je vais créer une relation interpersonnelle grâce à la technique qui me fait gagner du temps, qui me maintient une relation, et je peux être créatif. Je dois être créatif. Soigner, c'est un poème. Je vais créer. Je vais créer une nouvelle relation, tout changer pour que rien ne change, maintenir la relation. Soigner, c'est une création. Soigner, ce n'est pas que de la thérapeutique, ce n'est pas que chercher à guérir, au sens de l'Académie nationale de médecine dans son dictionnaire médical. Soigner, c'est thérapeutique, c'est thérapeutikos, c'est thérapein, c'est prendre soin dans cette ambivalence technique et savoir-être. Et ces outils, me semble-t-il, sont utiles à la fois sur la techné, mais aussi dans le savoir-être et dans le maintien du lien. Alors, autre métamorphose possible, me semble-t-il, dans 10 ans, grâce aux outils nouveaux, nous aurons peut-être vécu, pas au sens de Mao, une révolution culturelle. La culture curative pourrait bien laisser une place plus évoluée qu'aujourd'hui à la culture préventive. Les outils contemporains font, plusieurs papiers ont été publiés sur cela dans le Lancet notamment, dans le New England, font passer d'une culture curative à une culture préventive tous les outils que l'on croyait un peu gadgets, de santé connectée, pas tous, mais certains de ces outils vont permettre une prise de conscience sur la nécessité de la prévention. Pas seulement faire ses 10 000 pas par jour, mais tout ce qui peut mesurer votre activité, ce que l'on pourrait appeler les constantes. Le patient, quand il va 2 fois par an, 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans chez le médecin qui lui prend la tension, qui lui fait faire un examen de biologie, il va effectivement, sur un espace-temps relativement loin, surveiller l'évolution de ces constantes. Quand ces constantes sont constantes, on peut rentrer dans une culture de prévention. Et par ailleurs, il y a une meilleure information possible du professionnel de santé, puisque lui aussi peut recevoir les constantes, et le cas échéant alerter. Donc, je pense, mais je peux me tromper, on est dans la prospective, que ces outils que je pensais n'être que des gadgets, d'ailleurs, j'en ai pas, mais peut-être parce que je ne veux pas savoir, parce que je sais. Vous aimez ce qui est bon, c'est très mauvais.
C'est la religieuse dans La Grande Vadrouille, à Big Moustache. Ben oui, j'aime ce qui est bon. Donc on est sur une façon de retisser un lien d'humanisme et d'humanité. On recrée du lien, à condition, encore une fois, d'utiliser ces outils avec conscience. La technique et la science sans conscience ne seraient que ruine de l'âme. Donc soigner, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et ces outils vont aider à la prévention et au prendre soin, en recréant du lien peut-être perdu. Attention, à condition de rester dans une relation où tout ne soit pas interdit. Il faut arrêter de fumer, il faut arrêter le petit verre après le repas, il faut arrêter de manger gras, salé, sucré, il ne faut plus prendre de café et d'excitants, il faut arrêter le sport. Ben moi, j'arrête le médecin. Donc, il y a effectivement un effet vertueux de ces outils et potentiellement un effet pervers. Mais ce n'est pas l'outil qui est en cause. C'est la main qui le tient. Et c'est ce qu'on en fait. Donc, des outils qui accélèrent le temps, qui nous font rentrer dans l'immédiateté, ce qui pose dans la relation de soins un problème. Un problème d'identifier le temps du soin et le temps de la décision. Nous rentrons dans Chronos, là où le temps de la médecine était Kairos. Et je crois qu'il faut essayer de faire en sorte que ces outils ne perturbent pas ce rapport de la médecine au temps. Que l'on ne rentre pas dans le Chronos, le temps immédiat, et que l'on sache maintenir le Kairos, c'est-à-dire le temps de la décision opportune. Et vous savez, Kairos, vous le voyez représenté, là, il n'a pas de cheveux derrière. Pourquoi? Parce que quand il est passé, on essaye de l'attraper, mais on reste avec une touffe de cheveux dans la main. C'est plus le temps. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Oui, mais avant, c'est pas mieux. Donc le temps opportun, le Kairos, est essentiel. Alors, je reprends quelques diapositives, vous en êtes aperçus. Il y a quand même avec ces outils des risques nouveaux. Moi, j'ai vu ça. Alors, ce n'était pas exactement celui-ci, mais je l'ai vu au Japon, à Tokyo. Risque de traumatologie du fait de l'usage des nouvelles technologies avec des voies de circulation selon que l'on a un cellulaire ou pas. Alors, pathologie aussi articulaire à venir, très probablement, pour les êtres digitaux. Problème à la parotide, éventuellement, quand on passe 7 ou 8 heures. Ça pose, en termes de droit, des questions, alors qui sont des questions de responsabilité. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais il y a des questions majeures dans 10 ans sur les questions de responsabilité. Moi, je voudrais plutôt parler de droits et de libertés fondamentaux. Moi, j'utilise ça. Je suis un être totalement infréquentable. Je vous l'ai dit, je mange gras, salé, sucré. Je pratique encore le rugby. Je maintiens la viticulture française à flot à moi tout seul. Je chasse, même si l'animal est un être sensible. J'aime bien les animaux, surtout en civet. Mes chiens sont équipés de colliers GPS. Faut-il équiper nos vieux de colliers GPS? Alors c'est stupide, je sais bien, mais alors plutôt qu'un collier, on peut y mettre un bracelet, même sur les bébés, un bracelet anti-vol. Je ne donne pas le nom de, enfin si allié, le nom de la société. Le bracelet anti-vol de bébé. Alors je suis désolé, mais moi je peux le voler. Il suffit de couper la jambe. Il y aura moins à manger. Puis il y a la gélule traceur aussi. Vous connaissez la gélule traceur, avec dans la gélule une puce qui va, grâce au patch que le patient a sur le torse ou ailleurs, envoyer des informations à l'ordinateur du médecin, du cadre, du directeur, de l'assureur, du banquier, du patron, du médecin du travail. La gélule, elle n'est pas en cause. C'est la question de l'accès. Qui a accès à ces informations? Alors, il y a des textes, bien entendu, mais sont-ils adaptés? Sont-ils connus? Quand ils sont connus, est-ce qu'on veut les appliquer?
Ou est-ce que j'ai rien vu, rien entendu et je ne veux pas savoir? Qu'en est-il de la liberté d'aller et venir? Eh bien, voilà ce que j'ai pu voir sur un site d'information. Après la mort d'une patiente disparue au CH de Vesoul, on va investir 500 000 € dans la sécurité. Au titre des évolutions immédiates, la direction mentionne la possible mise en place de colliers de détection pour les personnes âgées et très âgées. J'étais dans le vrai. Le GPS de mes chiens de chasse, de mes beagles et de mes Jacques Terrier peuvent être utilisés. Alors, pas complètement, parce que moi, en plus, ils ont une électrode, et quand le chien prend un mauvais pied, tac, je lui balance une électrode. C'est pas bien, c'est interdit. Oui, mais quand vous avez passé une semaine derrière un chien, parfois vous faites peu de cas de la sensibilité de l'animal. Est-ce que l'on va envoyer une décharge électrique au nonagénaire qui a passé la barrière anti-extrusion? Vous avez entendu? Barrière anti-extrusion. EHPAD. Je ne dirais pas où c'est. C'est pas loin de la Lozère, le département d'à côté. Mais c'est pas, ça commence pas par A, ça commence par C, et on y fait du fromage. Grille anti-extrusion avec puce. Quand le patient, le résident, autant pour moi, il est chez lui, EHPAD, établissement d'hébergement, passe les bornes, au sens propre, au sens figuré, les grilles se relèvent. Et il faut bien mesurer la distance entre la borne et la grille, sinon... donc, tous ne sont pas en déambulateur. Vous le transformez en frites. Donc, c'est aussi ça, l'évolution. Je pense qu'on peut aussi réfléchir sur certains outils, notamment sur les colliers. Alors, non, ce n'est pas sur le collier qu'il faut réfléchir, c'est sur l'appellation du collier. La symbolique du collier, je préfère effectivement géolocalisation par puce. Oui, mais pensons-y. Pour qui? Surveillé par qui? Pucé en permanence? Ou seulement quand il y a une suspicion de disparition? Et je ne dis pas de fugue, parce que j'ai horreur de ce mot-là. Géolocalisation, donc, pour éviter les fugues des patients. Là aussi, ça doit être très bien, puisque c'est quand même des gens qui réfléchissent prodigieusement. Assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors, ça pose une question de droits et libertés fondamentaux, c'est la question de la liberté d'aller et venir. Je rappelle qu'elle est garantie pour les personnes âgées dépendantes, notamment par l'article 311.3 du Code de l'action sociale et des familles, expressément. Liberté d'aller et venir. Est-ce qu'on préserve la liberté d'aller et venir en les puçant? Le réflexe, c'est de dire non. Mais on peut aussi dire, finalement, si on sait les retrouver, on peut les laisser aller et venir. Serons-nous tous géolocalisables dans 10 ans? On l'est déjà. On l'est déjà grâce à nos smartphones. Qui ici a enlevé la géolocalisation de son smartphone? Moi. Ceci étant, juste avant, j'ai mis mes empreintes digitales pour que la CIA sache que c'est mon téléphone. Donc, je ne suis pas très cohérent. Donc, relativité du droit. Monsieur Garcia, vous me faites signe quand j'ai dépassé le temps. C'est déjà le cas. Très bien. Donc, je conclus. Relativité du droit. Relativité du droit, Montaigne, Pascal. Relativité du droit, mais plus de barrières à l'interdit. Site internet ukrainien. Maternité de substitution consiste à louer son ventre. Pendant 9 mois pour accoucher au lieu d'une autre femme, alors qu'un couple sans enfant peuvent obtenir un bébé. Grâce à ce cadeau d'une science contemporaine, les femmes, seules aussi les couples homosexuels, ont obtenu la chance de réaliser leur rêve d'avoir un enfant. Internet. Avec le pack VIP, tout compris,
49 000 €. Bah oui, mais vous avez la datcha, le chauffeur, la vodka pour le père, hein, enfin pour le compagnon, la compagne, pas pour la mère porteuse. Le paquet standard, tout est compris, à 39 900 € et le paquet économe à 4 900 €. Pour information, mais je n'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran, pour le Black Friday, il y avait une promo à moins de 4 000 €. Black Friday. Oui, la France pleure, noir c'est noir. Hein. Alors, ce n'est pas des choses nouvelles, mais on va les faire de façon nouvelle. Il faut se méfier. Bien sûr qu'on ne peut pas revenir sur la nécessité de logiciels à la décision, par exemple, mais il faut penser au juste positionnement face à l'outil. Juste positionnement face à l'outil, ben, c'est peut-être pas l'usage intempestif des smartphones à tout temps, tout lieu, mais c'est aussi l'utilisation, ici on était, je crois, en Somalie, utilisation du smartphone dans le cadre d'une consultation à distance d'ophtalmo. Donc je vais vers ma conclusion. Oui, c'est bien, j'ai plus que 20 diapos, c'est cool. Mollès écrivait « Tout médecin qui pense qu'il pourra être remplacé par un ordinateur devra l'être ». Je pense la même chose du patient. Et je crois en revanche que ces outils dont je parle depuis tout à l'heure peuvent nous permettre de maintenir le lien d'humanité. Alors la question de l'innovation, elle a toujours fait peur. Hein, toujours fait peur. Bon, le très contestable Léon Blois, à propos de la vaccination et de Pasteur. J'exprime mon horreur pour cette ordure dont l'humanité s'est bien passée jusqu'au siècle dernier et dont l'Angleterre nous gratifia. Le courant moderne est aux inoculations en tout genre, on finira par putréfier, septicos, les petits-enfants de 40 sortes de vaccins, septicos et skepticos. L'innovation fait peur, mais certains s'y mettent. Voilà ce qui est écrit par Tamin dans Médecin de campagne. Le vieux médecin dit à son jeune confrère qui reprend sa patientèle « Je vois que vous utilisez le stéthoscope, vous avez raison, je m'y étais mis également. » Puis il rajoute « Mais aujourd'hui, après Weinstein, j'ai plus le droit de vous le lire. Oh, remarquez bien, sur certaines juvénilités, l'auscultation directe à l'oreille avait son charme. » Un ange passe. Donc le progrès marche en avant. Le progrès marche en avant. Il n'y a pas de limite assignable au progrès, écrit Condorcet. Un optimisme que le XXe siècle va venir tempérer. Hein. Le progrès est-il la marche du genre humain vers sa perfection? On peut parfois en douter. Et donc la question se pose, est-ce que tous les possibles sont autant de souhaitables? Que doit faire le droit? Eh bien, il doit se préserver de deux tentations perverses. La première, c'est ignorer les techniques et les progrès technologiques qui sont aussi des progrès sociaux en maintenant le droit dans une tour d'ivoire. Le second, c'est de se contenter d'un rôle de tabellion, un rôle de notaire courant derrière la science sans réflexion. Le président Mitterrand, dans son discours inaugural du Comité consultatif national d'éthique en 1983, disait « La science avance plus vite que l'homme ». Et la réintroduction de l'être humain en son sein est une nécessité. Réintroduction par ce qui fait l'essence de l'homme, c'est-à-dire sa volonté, ou plus exactement son consentement. Tout est là. Tout est là. La science avance plus vite que l'homme et les sciences humaines et le droit doivent réintroduire de l'humanité dans cette avancée, non pas pour l'interdire, non pas pour la freiner, mais pour la penser. Tous les possibles ne sont a priori pas des souhaitables, mais tous les possibles ne sont a priori pas à éviter. Il faut penser et ça nous renvoie au terme cyber, Kubernetes, le gouvernail, un bateau non barré, il a beau avoir un gouvernail, pour tous ceux qui sont des plaisanciers, il va tourner en rond. Faire la révolution, c'est-à-dire un tour complet sur soi-même. Alors si c'est pour revenir au point de départ, pourquoi faire la révolution? Vaste sujet. L'impact est évident.
du cyber, il y a... Alors, ben, tiens, vous me confirmez que von der Weydt vient? Oui. Ok, donc je ne le spoile pas. Il va vous parler de la Node.js. J'en parle pas. Il y a le pire. Le pire sur Internet, le pire sur les réseaux sociaux, c'est Vincent Lambert filmé par ses parents pour être mis sur les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs un délit. C'est dans l'affaire Marva, le groupe Facebook qui est créé pour soutenir le droit au non-sevrage de ventilation. Je ne discute pas de l'amour ni des parents Lambert, ni des parents de la petite Marva. Je dis, ça c'est le pire. Le pire, c'est aussi, je n'ai pas le droit de vous le montrer, je prends un malin plaisir, c'est l'utilisation par une patiente de son smartphone pour envoyer sur son groupe Facebook la photo d'une voisine de chambre qui 5 fois par jour fait sa prière, et en plus il y a la musique à Mustapha. Elle a oublié de couper la géolocalisation de son smartphone. Je ne peux pas vous dire où c'est, mais vous voyez qu'il est géolocalisé Saint-Éloi. Je ne sais pas ce que c'est que Saint-Éloi, je sais que c'était un ministre du roi Dagobert, et c'est peut-être autre chose. Et puis vous avez la réaction d'en face. Ça c'est le pire, mais il n'y a pas que le pire, il y a le meilleur. Il y a le lien social au sein des établissements grâce à des réseaux sociaux. Il y a les forums qui peuvent être assez abominables, mais qui peuvent aussi être des espaces de prise de parole. Espace de prise de parole, par exemple, voilà un groupe Facebook entre internes qui se demandent comment ils ont réagi face à la nudité du patient. Ben ouais, on ne leur a pas appris. Alors c'est un tort de ne pas leur avoir appris, hein, mais on ne leur a pas appris. Évolution des soignants, des patients, hein, aussi, un certain voyeurisme. Vous connaissez tous ce gymnaste qui, aux Jeux Olympiques, s'est fracturé la jambe. Le soir même, avec son magnifique plâtre bleu, blanc, rouge, il postait sur Snapchat et sur les réseaux sociaux qu'il allait mieux. Hein. Où est la vie privée, hein. Donc, je conclus, c'est fini, c'est la dernière. Bien, tout ça pour dire que l'outil n'est qu'un instrument dans la main de l'homme et qu'il faut avoir confiance dans l'humanité et dans les outils tant qu'il y aura un cerveau pour les guider. Voilà, j'ai été trop long, vous pouvez vous réveiller, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'est aussi l'occasion sur ces journées-là de pouvoir donner un peu plus de temps également à des orateurs tels que vous et à l'ensemble de nos intervenants. C'est toujours un plaisir et un honneur, je le répète. Nous, c'est vrai que pendant ces 5 années, on a toujours désiré et voulu mettre également et intégrer au système d'information de santé non pas la dimension technologique uniquement, mais également cette dimension-là qui est névralgique et essentielle à notre réflexion. Tout n'est pas techno et vous venez de le montrer et ce sont des sujets d'avenir et tout à fait centraux pour ce qui nous attend dans les années arrivant. Une question maximum peut-être au professeur Viala ou... Merci. Monsieur, bonjour, je suis Xavier Calouin, je suis infirmier, je représente l'URPS Occitanie. On s'était déjà rencontré une fois à Cahors, je vois que vous êtes toujours aussi brillant, vous rendez limpide ce qui est plus ou moins déjà en nous. Il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu... Je n'ai pas peur de l'outil, comme tout le monde, c'est-à-dire que je comprends que les ouvriers anglais avaient envie de jeter les machines à tisser, pensant que c'était des machines maudites. Néanmoins, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Derrière le numérique, qui est une étape, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui distingue l'homme de la machine et de l'outil, c'est notre libre arbitre. Les médecins, je ne suis pas médecin, mais les médecins et toutes les professions supérieures, excusez-moi, je souffle, je suis ému, pensaient qu'on ne pouvait pas remplacer, que les métiers, on va dire, plus basiques pouvaient être remplacés. Mais maintenant, l'intelligence artificielle passe partout. On pense qu'on pourra remplacer les radiologues, on pense qu'on pourra remplacer les médecins, mais la relation humaine, elle, elle est menacée. Donc clairement, j'ai quand même une crainte concernant cette intelligence artificielle qui ne sera pas sur 10 ans, mais sur 20 ans. Mais là, nous réfléchissons sur 10 ans. Est-ce qu'encore, il y aura un lien soignant-soigné? Est-ce que l'intelligence artificielle, en supprimant notre libre arbitre, nous donnera encore cette part d'humanité, ce soin, ce colloque, comme vous disiez, ce duo très singulier entre la personne malade et la personne qui lui veut du lien et qui essaie de la soigner?
Réponse très embêtée. J'ai tout fait pour ne pas en parler. Je vous remercie de poser la question. Je ne sais pas. Je suis devant, comme tout le monde, devant, non pas un gouffre, mais devant un doute. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas travaillé. Je ne sais pas ce que c'est. Et quand je ne sais pas, j'évite. Alors c'est de la faiblesse, hein, c'est de la pirouette, mais c'est surtout, on ne peut pas parler de ce sujet sans vraiment savoir ce qu'est l'IA. Et aujourd'hui, ce que j'ai lu, j'ai lu des choses inversement proportionnelles. Est-ce que l'intelligence artificielle va se substituer à l'humain ou sera un support du cerveau? Je ne sais pas. Si c'est effectivement un substitut, je suis comme vous. Alors, tout va changer. Mais je ne sais pas. Et je suis très heureux d'avoir un avion à prendre parce que vous ne pourrez pas me traquer pendant le cocktail de tout à l'heure. Très, très honnêtement, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, je ne sais pas. Et je crois profondément que dans son avenir proche ou plus lointain, M. Denis Garcia va monter un colloque sur l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse faire le point sur cette question. Voilà. Ça s'appelle refiler la patate chaude. Donc merci pour cette question, parce que moi je suis un ancien numéro 9, hein, vous savez, j'ai distribué le jeu, maintenant je suis talonneur, je ne vois plus le ballon, je vois le gazon. Donc, mais honnêtement, je ne sais pas, et ne pas savoir est assez anxiogène, je suis d'accord avec vous. Si on retourne sur l'arbre, on sera peinard. Hein.